Et aujourd'hui, on va voir pourquoi la prochaine récession pourrait frapper plus dur que ce que vous pensez, comment vous préparer concrètement pour éviter d'être obligé de vendre vos affaires sur Marketplace juste pour passer au travers d'une période plus difficile. Et je vous parle de ça parce qu'il y a environ un mois, je vous parlais de l'impact des tarifs douaniers sur l'industrie automobile au Canada et je vous disais que ça allait probablement nous mener tout droit dans une récession économique. Et depuis ce temps-là, j'ai vu passer plein de commentaires du monde qui semble se réjouir de ça. Il y en a qui disaient « tant mieux, ça va rééquilibrer le marché immobilier ». Il y en a d'autres qui écrivaient « enfin, on était dû pour une récession, il va y avoir de bonnes opportunités d'investissement ». Et je dis pas que c'est complètement faux, là. Oui, c'est vrai qu'une récession, ça peut créer des opportunités, mais ce que je réalise, c'est que les gens n'ont aucune idée à quel point c'est mauvais pour la vaste majorité du monde. Il faut réaliser que on est tous interreliés économiquement. Quand la majorité des gens sont dans le trouble, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur job, qu'ils se font couper leurs heures de travail ou qu'ils ont de la difficulté à faire leur paiement hypothécaire, indirectement, on est tous impactés. Même si toi, tu n'as pas de dette et que tu penses que tu es prêt, quand l'économie au complet tourne au ralenti, ton entreprise, elle vend moins, ton employeur, il peut couper dans tes bonus, il y a des commerces qui ferment et la confiance générale, elle s'effondre. Et avant d'embarquer là-dedans, on va juste prendre 2 minutes pour définir c'est quoi une récession. En fait, techniquement, ce sont 2 trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB. Mais en termes plus simples, ça veut dire qu'il y a une baisse de l'activité économique et généralement, c'est parce que le monde dépense moins. À ce moment-là, les entreprises ils font moins de ventes, elles engagent moins de personnes, elles coupent dans les heures de travail et des fois, ça peut mener à des vagues de mise à pied. Grosso modo, une récession, c'est quand les gens ils consomment moins, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que le coût d'emprunt est trop élevé, mais peu importe la raison, l'idée, c'est que la santé de notre économie, elle dépend des habitudes de consommation des ménages. Dites-vous que les dépenses des consommateurs, ça représente environ 60% du PIB du Canada. Et ce que je trouve drôle, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu un fort ralentissement économique au Québec que j'ai l'impression que le monde n'a aucune idée c'est quoi réellement une récession. Donc si on revient en arrière dans le temps, oui, il y a eu une petite récession en 2008-2009 qui était en réaction à la crise financière des États-Unis qui était liée au subprime. Mais sinon, la dernière récession majeure au Canada, c'était en 1990. Et à ce moment-là, la contraction économique, elle a duré environ 1 an et demi. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a pu voir le prix des maisons baisser, c'était justement dans le début des années 1990. Sinon, avant ça, il y a également eu une récession en 1981 et ça, c'était suite à la forte inflation et au taux d'intérêt très élevé. Dites-vous qu'à ce moment-là, le taux directeur de la Banque du Canada, il dépassait 20% et le taux d'inflation, lui, a grimpé autour de 13%. Et cette récession-là, elle a duré presque 2 ans. Tout ça pour dire que tous ceux qui sont dans la trentaine et moins, donc je m'inclus là-dedans, durant notre vie d'adulte, on n'a jamais vécu dans un environnement de ralentissement économique prolongé. Et là, j'ai quand même un petit bémol là-dessus parce que si on regarde du point de vue du PIB par habitant, ça fait depuis 2022 que l'économie canadienne se dégrade. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'immigration massive des dernières années, c'est ça qui a maintenu notre économie sur le respirateur artificiel parce qu'en faisant rentrer des millions de personnes, ces gens-là, ils dépensent, ça booste le PIB et ça donne l'impression que le Canada est encore dans une phase de croissance économique, mais évidemment, cette immigration-là, ça a amené d'autres conséquences moins le fun. Du style, il manque de place pour loger tout ce monde-là et on se retrouve avec une crise du logement. Mais bref, mon point, c'est que ça fait un méchant bout qu'on n'est pas techniquement en récession. Et avant d'aller plus loin, oui, ça fait depuis à peu près 2023 que j'anticipe une récession au Canada. Je le sais, je me répète, mais je le fais en toute transparence parce que encore aujourd'hui, en fait, je suis encore plus convaincu que ça va se produire et je veux pas jouer au gars qui annonce un crash boursier à chaque année puis que là,
la fameuse fois que ça arrive, le gars il dit « Ah, je le savais, je l'avais prévu ». Tu sais, c'est vraiment pas mon angle. En fait, mon objectif, c'est pas de prétendre que je suis capable de prédire les choses. Je vous partage juste mes observations et c'est pas dans le but de vous faire paniquer non plus. L'idée, c'est de vous préparer financièrement et si jamais c'est moins pire que ce que j'anticipe, ben tant mieux, là, on n'est jamais trop préparé. Et honnêtement, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs qui pointent vers un ralentissement économique au Québec. Premièrement, avec l'annonce du gouvernement fédéral concernant la réduction des seuils d'immigration en 2025, qui a été annoncée par Trudeau à l'automne passé, ben, il va y avoir une baisse considérable du nombre d'immigrants qui vont rentrer au Canada. Et s'il y a moins de monde qui rentre, ça va nécessairement ralentir la consommation. L'immigration, c'est un stimulant économique. C'est normal, là, les nouveaux arrivants, ils arrivent ici, ils achètent des voitures, ils vont au restaurant, ils dépensent pour un paquet d'affaires. Donc, en 2025, étant donné que l'augmentation de la population elle va être beaucoup plus faible, on peut s'attendre à ce que ça se répercute sur le PIB du Canada. Et deuxièmement, il y a également les coupures du gouvernement du Québec qui devraient s'en venir prochainement, là, parce que avec un déficit record de quasiment 14 milliards et l'abaissement de la cote de crédit du Québec, on peut s'attendre à ce que les dépenses publiques soient compressées. On parle de coupures dans les budgets, de gel d'embauche, moins de subventions, moins de crédits d'impôt, etc. Donc, même si tu pensais que tu étais intouchable avec ta job de fonctionnaire, ça commence à être moins sûr pour ces personnes-là. Et troisièmement, faut penser aussi à la vague de renouvellement hypothécaire qui va avoir lieu en 2025-2026 parce que il y a eu une tonne de propriétaires qui ont signé des hypothèques autour de 2% en 2020-2021. Et là, ces mêmes personnes-là, ils vont se ramasser à renouveler dans les environs de 4-4,5% et leur paiement hypothécaire va automatiquement grimper. Et pour plusieurs propriétaires, ça va faire très mal à leur budget qui est déjà serré. Là. Il y a beaucoup d'augmentation, que ce soit du côté de l'alimentation, du côté des assurances, etc. Donc, ça va être difficile d'absorber cette augmentation-là du côté des frais de logement, là, du côté des versements hypothécaires. Et finalement, il y a les fameux tarifs douaniers de Trump. Et en date d'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'évaluer à quelle ampleur ça va réellement se concrétiser. Mais reste qu'il y a une bonne possibilité que ça fasse monter le prix de certains produits qu'on importe. Et surtout, que ça mette de la pression sur les exportations canadiennes et particulièrement au Québec parce que nous, on exporte beaucoup dans le secteur de l'aérospatial, le bois d'œuvre, l'aluminium et du côté de l'agroalimentaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'anticipais que la Banque du Canada n'allait pas abaisser son taux directeur au mois d'avril parce que c'est justement parce qu'elle prévoit une récession puis qu'elle veut se garder des outils pour arriver à stimuler l'économie dans le futur. Et l'outil en question, c'est évidemment de diminuer les taux d'intérêt. Mais vous pouvez comprendre que c'est difficile de diminuer les taux d'intérêt si le taux directeur est déjà au plancher. Donc, tant qu'à moi, c'est pour ça que la Banque du Canada, elle a pris la décision de laisser le taux directeur à 2,75%. Et encore une fois, je comprends pas qu'il y ait autant de monde qui se réjouissent à l'idée d'une récession. Tu sais, c'est pas un reset qui est positif, là. C'est un ralentissement économique, c'est moins de jobs, c'est moins de ventes pour les entrepreneurs, c'est plus de stress financier pour bien des familles. Et pour ceux qui pensent « Ah ben c'est bon parce que le prix des maisons, il va baisser, puis je vais pouvoir m'en acheter une. » Et tu sais, je comprends le raisonnement, c'est juste que faut rester réaliste. Si le prix des propriétés baisse au Québec et un peu partout au Canada, c'est pas parce que soudainement tout est beau puis que les maisons sont rendues en spécial. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de très grave en arrière-fond. Il y a des pertes d'emploi, il y a une hausse du taux de chômage, il y a une augmentation du nombre de saisies, il y a du monde qui se retrouve dans l'incapacité de payer leur paiement hypothécaire. Il ne faut pas oublier que pour 99% des Québécois, leur maison, c'est leur actif principal et c'est littéralement la dernière chose qu'ils vont arrêter de payer. Tu sais, avant d'abandonner ta maison, ils vont vendre leur skidoo, leur voiture, ils vont devenir livreurs pour Uber Eats, peu importe.
Ils vont faire n'importe quoi avant de skipper un versement hypothécaire. Imaginez-vous à quel point ça va mal quand quelqu'un est rendu au point de vendre sa maison, puis que là, vu qu'il n'y a pas tant d'acheteurs qui veulent faire le move à ce moment-là, le gars, il n'a pas le choix de vendre pas mal plus bas que ce qu'il pensait, peut-être même en dessous de son prix d'achat initial. Et malheureusement, c'est pas juste de la théorie, là. Comme je vous dis, dans les années 90, le prix des propriétés au Canada, ça a drastiquement chuté, là. Imaginez-vous, tu achètes une maison, tu mets une mise de fonds, tu fais tes paiements, puis 3 ans plus tard, ta maison, elle vaut moins cher que ce que tu as payé pour au début. Tu sais, ça, c'est déjà arrivé, là. C'est pas parce que ça fait 30 ans que l'immobilier fait juste monter que ça veut dire que ça ne peut pas redescendre un moment donné. Encore là, il y aurait des provinces plus touchées que d'autres. On peut penser à l'Ontario, à la Colombie-Britannique. Tu sais, au Québec, avec la crise de logement qu'on vit actuellement, ça serait difficile de voir les prix chuter, mais on peut quand même imaginer une certaine stagnation des prix. Mais par contre, je vous garantis que s'il y a une récession importante, on va voir un paquet de monde sur Instagram arrêter de poster leurs photos de voyage, leurs bouteilles de champagne au restaurant, puis leurs montres Rolex. Vite de même, on peut penser aux courtiers immobiliers qui se sont gâtés en 2020-2021 quand c'était la folie des ventes immobilières en surenchère. Mais dans cette gang-là, ça se peut qu'il y en a qui se rendent compte que finalement, ils ne sont pas aussi riches qu'ils pensaient, là, parce que s'embarquer dans des gros paiements puis pas mettre d'argent de côté, c'est pas la meilleure stratégie financière, là. Encore là, en même temps, je peux comprendre que pour bien du monde, c'est la première fois dans leur vie qu'ils font plus que 250 000 par année. Là, ils commencent à s'exciter un peu sur les dépenses parce que ils projettent que maintenant, c'est leur nouveau rythme de vie, là. C'est leur revenu dans le futur, ça va toujours être ça, ou même ça va augmenter. Mais tu sais, c'est pour ça que ça me surprendrait pas de voir une coupe de bateaux sur Marketplace, ou des bebelles de luxe, ou des transferts de location sur Leasebuster pour des Mercedes, des BMW, ou des Audi à 2000$ par mois. Et c'est pour ça que oui, une récession, ça peut créer des opportunités pour certaines personnes, mais il faut comprendre que c'est vraiment une minorité, là, dans le sens que si tu perds ta job ou que tes revenus ils baissent de moitié, même s'il y a des deals partout, clairement, tu ne pourras pas en profiter, là. C'est pour ça que quand j'entends le monde dire qu'on est dû pour une récession puis que ça va faire revenir les prix à la normale, je pense qu'il y a bien des gens qui réalisent pas que eux autres aussi, ils vont être affectés par ça indirectement, là. Parce que pour bénéficier d'une récession, première des choses, il faut que tes revenus soient en quelque sorte immunisés contre une contraction économique, là. Par exemple, si tu travailles dans le secteur de la santé, comme un médecin, un pharmacien, un dentiste ou même une infirmière, ta paie à ce moment-là, elle ne sera pas affectée par la récession. Et même principe pour les enseignants ou les éducatrices. Mais pour le reste, il n'y a personne qui est à l'abri d'une mise à pied, d'une réduction de ses heures de travail, du gel de temps supplémentaire, etc. Là. Comme je l'ai dit plus tôt, à cette heure, même pour les fonctionnaires, il y a moins de sécurité d'emploi, là. Avec la décote du Québec puis le déficit record, faut s'attendre à ce que le gouvernement Legault réagisse puis qu'il fasse des coupures dans les services publics. Donc, on ne sait pas qui peut être coupé ou non. On ne sait pas si ça va être des réductions d'heures ou juste plus d'overtime. Mais quand même, je pense qu'il y a bien des gens qui sont à risque dans le secteur public. Mais même si tu as un emploi qui est immunisé à la conjoncture économique, ben pour profiter d'une récession, il faut surtout avoir du cash. Et là, je ne parle pas d'argent investi dans des actions. Je ne parle pas de placement dans un REER que tu ne peux pas sortir sans payer d'impôts. Je parle vraiment de liquidité, là. Donc, tant qu'à moi, votre premier réflexe, ça ne devrait pas de vous garrocher à investir en prévision d'une récession, là. La priorité pour tout le monde, ça devrait être d'avoir un fonds d'urgence de comme 6 mois de dépenses essentielles, là. Ça, c'est vraiment de l'argent de côté,
non investi, qui est liquide, mais l'idée, c'est que si jamais tu perds ta job ou que si tes revenus diminuent ou si jamais il y a un imprévu, que tu n'aies pas besoin d'aller piger dans tes placements, dans ton CELI ou dans ton REER, parce que faire ça, c'est la pire idée parce que tu risques de vendre tes actions au pire moment. Donc, faut pas aller piger dans ces investissements, là. Tout ce qui est placé, pour moi, c'est de l'argent qui n'existe plus, entre guillemets. Donc, de l'argent que je vais pas devoir décaisser dans un horizon à court, moyen terme. Et c'est vraiment quand ton fonds d'urgence est en place que tu peux commencer à penser à des opportunités, là. Et encore là, idéalement, tu as du cash flow, tu as encore des bons revenus. Il faut que tu aies une certaine indépendance financière pour avoir l'idée de profiter d'une récession. Et je peux quand même vous donner quelques idées concrètes que vous pouvez faire si jamais vous vous trouvez dans ce type de situation-là. Évidemment, première des choses, vous pouvez acheter des biens de luxe à rabais. Encore là, on ne parle pas d'investissement, on parle d'opportunité, là. Je parle d'acheter des montres du style Omega, Rolex, Breitling, Tudor, toutes des montres en fait qui sont très dispendieuses quand vous l'achetez neuve. Mais tu sais, une récession, c'est pas mal le meilleur moment pour commencer une collection de montres. Encore là, comme je vous dis, on parle pas d'investissement, là. C'est un peu le même principe si vous regardez du côté des bateaux, des véhicules récréatifs, puis toutes les autres bebelles que le monde se paye quand tout va bien. Dites-vous que toutes ces affaires-là, c'est les premières affaires qui partent quand les gens commencent à manquer de cash. Et comme je vous dis, il y a certains vendeurs, on peut penser aux courtiers immobiliers entre autres, qui ont eu des très belles années en 2020, 2021, peut-être la première moitié de 2022, et que là, avec le nouvel environnement économique, c'est peut-être plus difficile. Et ces gens-là, s'ils sont montés un beat de vie qui est non soutenable, bien, ils vont devoir se départir de certaines affaires. Sinon, on peut également penser à trouver des opportunités sur le marché immobilier, mais c'est vraiment dans le cas où l'inventaire de maisons se met à exploser et qu'on se retrouve avec plus de vendeurs que d'acheteurs. Et une des places que vous pouvez regarder pour justement un peu suivre les statistiques immobilières, c'est sur Centris. Il y a un outil gratuit qui vous permet de voir les inscriptions en vigueur, le nombre de ventes, le prix médian et le délai moyen pour la vente d'une propriété. Ça va vous donner un peu une idée du marché immobilier et qu'est-ce qui se passe un peu de ce côté-là. Encore là, l'immobilier, c'est loin d'être mon domaine. J'ai aucune expertise là-dedans. C'est juste que, règle générale, si on regarde les récessions dans le passé, c'est là qu'on peut voir une certaine dépréciation de la valeur des maisons. Sinon, en termes d'opportunités, pour ceux qui ont un profil un peu plus entrepreneurial, vous pourriez décider de chercher un commerce qui est en difficulté, soit pour l'acheter et l'opérer, mais si vous ne voulez pas être hands-on, là, vraiment l'opérer, ben vous pouvez devenir partenaire financier, acheter des parts, puis fournir des liquidités pour l'aider à passer au travers. Puis encore là, faut que tu trouves la bonne business à financer, il faut que les termes soient prédéfinis, mais c'est quand même une opportunité pour quelqu'un qui a de l'argent de venir aider des PME qui sont temporairement en difficulté. Mais de cette manière-là, tu peux te retrouver avec des actions d'une entreprise privée et ça peut être un investissement qui te verse des dividendes jusqu'à la fin de tes jours là, ou jusqu'à temps qu'ils s'écœurent puis qu'ils décident de te racheter. Mais l'idée, c'est que durant une récession, ça se peut qu'il y ait des PME, des petites entreprises qui aient des problèmes financiers et qui n'arrivent pas justement à se faire financer par leur banque. Donc, tu peux aller dans le prêt privé ou aller chercher de l'équité en achetant des parts. Mais bref, c'est dans un ralentissement économique que tu peux trouver des opportunités comme ça parce que quand tout roule, tout va bien, les business, ils veulent rien savoir d'aller chercher un partenaire financier. Et sinon, tu peux également regarder du côté de l'équipement usagé si jamais il y a des commerces ou des PME qui n'ont pas le choix de fermer leurs portes. Je donne un exemple qui me vient rapidement en tête. On peut penser à un gym qui ferme ses portes et là, à ce moment-là, ben, toi, tu peux ramasser l'ensemble du stock. Là, je parle des poids, les haltères, les machines pour une fraction du prix, soit pour toi-même te partir un gym ou pour faire un gym dans ta maison. Et c'est le même principe pour de l'équipement dans le domaine de la construction ou de la machinerie lourde.
Le fait est que quand il y a des entreprises qui ferment boutique, qui doivent fermer leurs portes, ben ils vont vouloir vendre tout ce qu'ils ont puis aller chercher un petit peu d'argent avec ça. Donc ça vous donne l'opportunité d'acheter de l'équipement usagé à plus faible coût. Donc, c'est une autre opportunité qu'on peut voir dans un contexte de récession économique. Mais pour conclure, mon approche, c'est pas de prier pour qu'il arrive une récession, c'est pas non plus de me réjouir du malheur des autres. Je trouve ça un peu malsain comme mentalité. En fait, ma stratégie, c'est juste de se préparer intelligemment. Donc, je parle ici d'accumuler un fonds d'urgence, d'éviter les engagements financiers à long terme. C'est pas le temps de faire ça présentement. Et idéalement, profitez du temps qui vous reste pour générer le plus d'argent possible pendant que on est dans un environnement économique qui est un peu moins précaire que ce que je peux anticiper. Encore là, je ne peux pas savoir l'avenir, sauf que comme je vous dis, on ne peut pas être trop préparé. Un fonds d'urgence, c'est toujours nécessaire. Des imprévus, il va toujours en avoir. En fait, la clé, c'est simple. Pour bénéficier d'une récession, il faut avoir des liquidités et il faut avoir des revenus qui sont à l'abri de la conjoncture économique. Le trading, c'en est un. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.